Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Avant de démarrer, je suis fier d'accueillir un tout nouveau partenaire sur On n'a jamais fait comme ça. Lucas. Lucas, une entreprise qui propose des solutions autour de la gestion RH et des dépenses collaborateurs. Alors Lucas, je l'utilise quotidiennement depuis 8 ans. Et ce que j'apprécie surtout, c'est le soin qu'ils ont apporté au design et à l'ergonomie des interfaces pour les rendre très faciles d'utilisation et sans faire l'impasse sur la rigueur métier des logiciels RH. Mais Lucas, ce ne sont pas que des logiciels de gestion RH. C'est aussi une entreprise atypique, indépendante d'esprit et qui n'hésite pas à expérimenter des pratiques managériales hors du commun. Et c'est sans doute ça qui m'a plu. Défier les normes établies comme je tente de le faire chaque semaine avec vous, avec On n'a jamais fait comme ça. Pour les découvrir, c'est très simple, lucas.fr, Lucca. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, direction le Sentier à Paris. Je suis ravi d'être reçu par Christelle Vaugelade-Calipé, Chief People Officer de Benebono et de plus de 120 Belize. Un grand merci Christelle déjà pour ton invitation. Merci à toi et ravi de partager ce moment ensemble. Bon, on va échanger effectivement sur ton métier. Ton métier de Chief People Officer, ton parcours, mais ton métier, ce que t'en retiens. Avant toute chose, rapide présentation de Benebono, tu as le droit de me corriger. Donc, c'est une entreprise qui a été créée en avril 2020, juste au moment post-Covid, on va dire, juste au moment des événements un petit peu pas fun qu'on a tous vécu, par deux hommes, une femme, Grégoire, Sven et Claire. C'est ça. Et Benebono permet aux agriculteurs français, aux fabricants engagés aussi, de vendre, de commercialiser leurs bons produits qui sont aujourd'hui malheureusement refusés par les circuits traditionnels pour des raisons esthétiques ou absurdes. Exactement, c'est parfait, c'est bon, t'es prêt, tu peux venir vendre et pitcher. Benebono. C'est ça. Mais t'es aussi, alors ça c'est important, ce sont tes engagements, tu en parles effectivement régulièrement via tes posts LinkedIn. T'es aussi la fondatrice d'une association, je crois. C'est un collectif. Un collectif qui s'appelle Idea Pact. Donc un collectif, une communauté pour s'entraider et agir au service de l'inclusion, de la diversité, de l'équité, de l'accessibilité. Deux véritables sujets effectivement dans notre société française et même dans le monde aujourd'hui pour être très clair. Mais toi déjà il y a pas mal de choses à faire déjà dans notre pays je pense. Ouais, et puis dans notre écosystème de French Tech et de start-up. Oui, je veux bien croire. Où il y a beaucoup effectivement de jeunes hommes et femmes sortant d'HEC qui créent des entreprises et ça fait un peu voilà, j'ai rien contre les hommes et femmes de HEC, mais c'est effectivement un peu cliché. Alors, on a des personnes très brillantes. Je crois que la stat, c'est 8 entrepreneurs aujourd'hui qui ont fondé une start-up sur 10 viennent des top schools. Si tu fais le classement des top 10, tu en as 8 sur 10. Et en fait, ça veut dire que y a très peu de possibilités, de portes ouvertes pour tous les autres qui sont aussi talentueux mais qui n'ont pas les mêmes opportunités. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet d'opportunité d'en mais l'entreprise, c'est simplement des fois d'être salarié. Tout à fait. Si malheureusement, t'es pas né dans le bon quartier, avec la bonne couleur de peau, etc., ça peut rendre le sujet de l'embauche très compliqué. Alors, Christelle, avant de nous parler de Benebono et de tes missions, etc., est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, ton histoire, ce que tu as fait et comment tu as abouti à rejoindre Benebono ? Ouais.
Écoute, moi j'ai 40 ans depuis quelques semaines, ce qui me fait passer à l'ère préhistorique en âge start-up. Tu multiplies par 4. J'ai fait toutes mes armes professionnelles dans la fonction RH. D'abord par le recrutement. Le pourquoi je suis RH, c'est que moi j'aimais bien l'idée de faire partie de la trajectoire de vie des gens. Le travail, en fait, il est quand même au centre de nos vies et finalement recruter quelqu'un, le faire matcher avec un besoin, c'est être vraiment à la croisée des chemins entre porter une stratégie, une mission d'une entreprise qu'on a envie de voir prospérer et à la fois des gens qui permettent de réaliser cette strate. Et donc c'est pour ça que j'aimais beaucoup l'idée de recruter et donc d'être partenaire de cette trajectoire. Quand j'étais petite, je voulais devenir avocate. Okay. Et je trouve que dans le job de recruteur et aussi de RH, il y a l'idée de défendre les gens. Donc des fois, c'est défendre les salariés, des fois, c'est défendre l'entreprise. Et c'est un équilibre qui est très ténu. Ça permet de défendre un candidat. Ça permet de défendre un candidat. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé. J'ai monté les échelons un à un. J'ai eu des fonctions très opérationnelles. Et puis petit à petit, j'ai pris du galon. Sur 15 ans d'expérience, j'en ai passé la moitié dans le digital et dans les startups, ce qui, je pense, me fait de moi maintenant une RH de la French Tech. Oh là, attends, j'ai plein de questions. Je t'interromps, je me permets d'interrompre, Christelle. Déjà, je reviens sur ta volonté, jeune, d'être avocate. Du coup, tu as fait des études juridiques ou pas du tout? Pas du tout. Non. Pas du tout. Alors moi, j'ai eu un cursus en 2 parties. J'avais fait une licence assez généraliste à l'université, gestion des entreprises, management, un peu dans l'idée de me laisser un champ un peu libre d'explorer. J'ai commencé à travailler et je me suis aperçue que dans notre beau pays, on aime beaucoup les diplômes. Et on m'a dit, en fait, si t'as pas de master, t'auras jamais de fonction cadre et tu vas stagner, ce que je trouvais hyper révoltant. Donc pendant que je travaillais à l'époque, j'ai travaillé à l'ESSEC. Donc j'étais en plein dans... j'étais salariée de l'ESSEC, mais dans une top school française. Ouais. Et j'ai bien compris qu'en fait, il y avait vraiment 2 catégories de gens. Les gens qui avaient fait les bonnes écoles et qui avaient le droit d'avoir des belles trajectoires de carrière et les autres. La France d'en bas. Et à ce moment-là, j'ai repris un master au CNAM en RH. Et en fait, ça m'a débloqué effectivement des opportunités que j'aurais jamais eues. Et c'est assez triste de se dire que tu as besoin de ce sésame-là. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des responsabilités et petit à petit atterrir à ma position de DRH aujourd'hui. Ok, très bien. Et par rapport à ce que tu disais aussi, deuxième question que j'ai, deuxième réflexion, grosso modo, tu as fait la moitié de ta vie professionnelle RH hors monde de la tech, de la start-up, etc., de la French Tech. L'autre moitié dedans, tu y es toujours. C'est du hasard. Est-ce que tu as voulu vraiment rentrer dans cet écosystème French Tech ? Est-ce que tu t'es dit, waouh, là, il y a des entreprises où il y a tout à faire en RH qui partent des fois from scratch, de zéro, et ça te motivait. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour aller dans cet environnement, en tout cas ? La première fois que j'ai rejoint une entreprise de la French Tech, c'était WeThings qui fait des objets connectés santé. Je trouvais que la mission était topissime. En fait, l'idée, c'est de pouvoir... se préserver sa santé en ayant des objets de l'IoT, de l'Internet of Things, pour aider les gens à prendre soin d'eux. Et j'adorais la mission de la boîte. Il y avait un poste à l'époque de généraliste RH. Et c'est comme ça, en fait, que je suis tombée dans le bain. Et ensuite, c'était plus voulu parce que une fois que je suis entrée dans l'écosystème, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est que ça va vite. On apprend beaucoup et moi j'ai vraiment cette appétence à toujours apprendre, remettre en cause le statu quo. Et je crois que ce sont des boîtes où quand tu performes, en fait, tu as le droit à ta chance une fois que tu y es. Mais il faut y rentrer. Donc, c'est un sujet aussi d'inclusion. Et après, par contre, c'était volontaire. Et aujourd'hui, mon choix chez Benebono, il est complètement pensé, rationalisé. Et je suis au bon endroit, mais pas du tout par hasard. Ok, alors cette rencontre, elle s'est passée comment ? À l'époque, en fait, moi, j'étais enceinte jusqu'au coup de 8 mois. Et c'est Sven qui m'a contactée, qui m'a dit, on cherche notre première RH. Je lui ai dit,
Alors, mauvais timing. Je vais accoucher d'une minute à l'autre, d'un jour à l'autre. Il me dit, c'est pas grave, on se parle. Et je suis vraiment tombée amoureuse du projet et de l'équipe. Et j'arrivais aussi à la fin de mon chemin pour le groupe Litchi. J'étais à la fois RH chez Litchi et Mangopay. Et voilà... bim, là, je me suis dit, allez, après mon congé maternité, ce sera ma nouvelle étape. Ils m'ont attendu et me voici. Ouais, donc preuve de maturité déjà de t'attendre et de prendre le temps effectivement de t'accueillir dans de bonnes conditions. Et ça, très bon signal ouais. que la grossesse ne soit pas un frein au fait qu'ils examinent ma candidature et au fait que je sois la finaliste, celle qu'ils choisissent. Très clair. Bon sujet. Hein. En tant qu'ancien patron de cabinet de recrutement, je peux te dire que j'en ai vu des vertes et des pas mûres sur le sujet et des fois des réflexions de clients sur des profils, malheureusement. Là, ça fait combien d'années que tu es chez Benimono ? Ça va faire 2 ans en octobre. 2 ans, ok. Ouais. L'entreprise a grandi, a fortement grandi. La marque devient une marque connue, en tout cas une notoriété qui grandit fort. Ça, c'est top. Et là, j'ai envie de venir sur tes fonctions. Alors, c'est quoi être Chief People Officer de Benimono ? Excellente question. Je crois que dans l'écosystème, nous, on a une petite particularité, c'est qu'on est une start-up, mais on est aussi une bonne PME industrielle. On a des entrepôts, on a un produit physique, on est une entreprise logistique. Et donc, ça veut dire que nous, dans notre population, on va avoir concrètement des magasiniers qui vont préparer des commandes dans un entrepôt. Et on va avoir les fonctions plus traditionnelles qu'on retrouve au marketing, au growth, à la tech. Et donc, Benimono, déjà, c'est l'articulation de ces deux populations et de cette diversité de métiers-là. Moi, aujourd'hui, si je devais définir ce que je dirais, j'ai l'impression que le rôle de la RH, c'est vraiment... d'être... comment dire ça ? Je réfléchis pour trouver une belle image. J'ai presque envie de dire que mon rôle aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait aucun grain de sable dans les rouages de l'entreprise pour que tout roule. Et des fois, je mets de l'huile pour que ça tourne plus vite. Et du coup, il y a un peu ce rôle aussi peut-être de médecin, d'être au chevet d'une entreprise, de diagnostiquer potentiellement les dysfonctionnements qu'il pourrait y avoir, d'avoir des traitements préventifs et des fois de faire du curatif. Mais ce qui est vraiment capital dans la fonction RH, en tout cas à mon sens aujourd'hui, c'est faire un travail qui est parfois invisible pour que en fait, l'entreprise performe de manière visible. Ok, voilà. D'accord. Tu as une équipe ? Oui, aujourd'hui, on est 3, bientôt 5. C'est une équipe que tu as construite, que tu as recrutée ? J'ai eu de la chance de construire mon équipe. C'était en fait un job de création de poste, donc idéal pour travailler avec des personnes qui nous ressemblent, mais pas que. Et en fait, qui nous rejoignent aussi dans cette idée de construire les briques de la fonction. Donc c'est top. Ok, alors si une personne nous écoute, qu'elle a envie de te rejoindre, pour rejoindre ton équipe RH, Christelle, c'est quoi tes critères de recrutement pour rejoindre ta team ? Alors moi, en fait... Sur quoi tu vas zoomer ? C'est une des premières briques qu'on a construit dans la stratégie RH, c'est celle du recrutement. Parce que quand je suis arrivée, on était une trentaine, aujourd'hui on est 120. Et donc, avec mon expérience de builder de la fonction RH, ça fait la 2e fois que je fais ça. Je sais que des fois, il faut prendre vraiment les verticales une par une et les faire à fond, les faire à bien. Et donc, du coup, on a commencé par le recrutement. Et dès que j'ouvre un poste, je me demande, en fait, c'est quoi la mission de cette personne-là ? C'est quoi les KPI, les métriques qui vont me permettre de me dire que, en fait, la personne, elle performe à ce poste-là. Et à partir de là, on fait une scorecard. De cette scorecard, on a des compétences cibles, on a des questions d'un entretien structuré. Je pose toujours les mêmes questions aux personnes. Donc, en fait, j'ai presque envie de répondre. Il y a aujourd'hui aucun critère subjectif qui va faire que je vais flasher sur une personne ou une autre. Ça va être vraiment compétence, alignement avec le projet et répondre aux besoins.
Ok, donc tu es une adepte de la méthode de l'école du recrutement Nicolas Galita & Co. Exactement, Nicolas, si tu nous entends. Je pense qu'on est ambassadeur de l'entretien structuré, des méthodes de recrutement rationnel. Et nous, on a vraiment onboardé nos hiring managers aussi pour qu'ils adoptent cette méthode. On est encore en conduite du changement parce que c'est un projet de long cours, mais je ne crois pas du tout au recrutement au feeling. Je pense que quand tu recrutes au feeling, en fait, tu recrutes soit des gens qui te ressemblent, soit des gens où tu fais un peu la roulette russe du recrutement. Des fois ça marche, des fois ça foire, mais en tout cas c'est pas la philosophie que j'ai envie de déployer chez Benebono. Et du coup, les futurs managers Benebono que tu peux recruter à l'externe, il y en a peut-être qui évoluent en interne, j'imagine, mais il y en a aussi peut-être que tu recrutes à l'externe, qui peut-être pour certains n'ont jamais vécu un entretien structuré, ont fait des recrutements... voilà, avec la conclusion je le sens bien ou je le sens pas bien, enfin voilà, très très court, et qui sont recrutés par un entretien structuré avec une méthodologie digne de ce nom. Ça peut les surprendre, j'imagine, dans l'entretien. Et du coup, quand ils te rejoignent, quand ils rejoignent Benebono, quand ils rejoignent votre équipe, vous les accompagnez, vous les formez aussi à réaliser ce type d'entretien. Tout à fait. On a réalisé donc des templates de modèles de scorecard. On a animé des masterclass sur la manière dont on voulait recruter. On a créé en fait un playbook pour les managers et donc le recrutement fait partie de ce playbook des managers. On est encore en train de construire des contenus faits maison pour les onboarder. Quand on lance un poste, en fait, on dit pas de bras, pas de chocolat, pas de scorecard, pas de recrutement ouvert. On a construit une banque de questions pour leur dire, en fait, des compétences cibles. Voici les questions que tu peux poser. Celles que tu ne peux pas poser, j'imagine aussi. Celles que tu peux pas poser également. Et on les accompagne tout au long du processus. Donc, vraiment, on a mis beaucoup de soins avec Laure à construire ce process de recrutement. Ok. Alors moi, j'ai envie de zoomer sur un sujet spécifique, parce que je pense qu'on pourrait parler de la culture. On va peut-être reparler d'ailleurs, tu peux en parler de la culture de Benebono et de tout ce que tu as mis en place. Mais quand on a préparé ensemble cet épisode, on a voulu mettre un accent particulier sur peut-être les erreurs. Les erreurs qu'on réalise tous dans la fonction RH. J'en ai réalisé, t'en as réalisé forcément, malheureusement, ou des fois ça nous fait grandir, très concrètement. Et puis surtout, quelles influences ont eu ces erreurs sur ton management, ta manière de travailler, ta manière d'être une professionnelle des RH aujourd'hui. Est-ce que tu aurais déjà pour commencer, de manière très concrète, 2-3 erreurs que tu te dis, tiens, je sais que je peux en parler, il y a prescription, personne me jettera la pierre. Et puis qu'est-ce que tu en as retenu surtout, voilà. Ouais, je pense que j'ai fait plein d'erreurs et j'en ai tiré vraiment des tas d'enseignements. Je continue à en faire. Je crois vraiment à la vertu des erreurs. Quand je prends un peu de pas de recul pour répondre à tes questions, je me dis, c'est quoi mes objectifs actuels ? C'est de créer la fonction RH, permettre à la bonne personne d'être au bon endroit pour sauver encore plus de tonnes de bons produits du gaspillage pour Benebono. Et en termes d'objectifs, c'est faire le build et la structure, être un enabler du business et automatiser. Ok ? Maintenant, il y a comment je le fais. Et si encore une fois, j'ai cette rétrospective, je pense que la première erreur que moi j'ai faite quand j'ai eu des fonctions de senior RH et ensuite de responsable RH, c'était mon positionnement. Accepter la petite part du gâteau qu'on voulait bien me donner, dire oui souvent, ne pas être là dans les discussions qui comptent, ne pas s'imposer et des fois devoir exécuter des choses qui n'ont aucun sens et pas challenger le ou la CEO. Je pense que ça vient de plusieurs choses. Ça vient d'un syndrome de l'impostrice qu'ont souvent les femmes, je pense, dans une société patriarcale. Je pense aussi que ça vient de la place de la fonction RH, qui était une fonction très administrative. Et je pense aussi que ça vient du mindset de la culture d'entreprise et où tu tombes. Et est-ce que oui ou non, en fait, tu partages cette vision de ce que tu as envie de construire en RH avec les fondateurs, les dirigeants. Et quand c'est pas le cas, ou en tout cas quand tu n'as pas interrogé ça suffisamment dans toi, ton process de recrutement, quand tu rejoignais la boîte, tu te retrouves des fois à être dans un trou de souris et à faire avec les contraintes que tu as. Et une de mes erreurs, c'est de croire que
cette petite part du gâteau, elle était suffisante pour bien faire mon travail. En fait, je suis convaincue que si tu ne connais pas les drivers business de ton entreprise, si tu n'as pas une place dans ces discussions importantes, en fait, ce que tu fais, tu le fais mais avec plein d'angles morts et tu mets pas forcément ton énergie au bon endroit. Et d'ailleurs, en rejoignant Beignet Bono, c'était un de mes critères absolus. Est-ce que la RH, elle a sa place dans le drive, dans la conduite de l'entreprise, oui ou non? Et c'était vraiment catégorique. Si c'est pas le cas, en fait, ça veut dire que je vais pas bien faire mon boulot, donc je ne le ferai plus. Et je crois qu'aussi, souvent, avec ce manque de légitimité, on n'ose pas dire les choses. Et le rôle de la RH, à mon sens, c'est aussi d'être ce garde-fou, de dire, attends, en fait, je te parlais du médecin au chevet, il y a ce dysfonctionnement-là, il y a ce manager qui rapporte peut-être 10% du chiffre d'affaires, mais il est toxique. En fait, c'est pas possible. Et de se dire, en fait, c'est no-go. Et poser comme ça des lignes rouges. Et par le passé, j'ai pas toujours su le faire, m'imposer et imposer cette droiture. Et maintenant, je suis capable de le faire aussi parce que j'ai quelques petites cicatrices, quelques moments où on se sent pas fier de ce qu'on fait et on se regarde dans le miroir pas tout à fait de la manière la plus, je dirais, positive. Et je le ferai plus. Et pour autant, ça veut pas dire qu'il faut... Enfin, c'est le monde des bisounours, c'est que je suis pas prête à prendre des décisions difficiles, mais par contre, je veux le faire bien, avec une éthique. Donc, vraiment, première erreur, positionnement de la RH. J'aime beaucoup l'expression anglaise « a seat at a table ». Et en fait, c'est ça. En fait, la RH, il faut qu'elle ait sa chaise à la table des décisions d'une entreprise. Et si je regarde aussi un peu en arrière, moi pendant longtemps je pensais qu'il fallait travailler, cravacher et attendre que la reconnaissance elle vienne toute seule, parce qu'en fait on faisait ce qu'on disait, on atteignait nos objectifs et en fait tu te rends souvent compte que la reconnaissance elle vient pas. En fait faut savoir faire et faire savoir, faut vraiment être un ambassadeur et savoir rayonner, surcommuniquer sur l'impact que tu as et sur ses actions. Et moi, je le faisais pas pendant longtemps. Et malheureusement, j'étais frustrée parce que je me disais, je comprends pas. En fait, je bosse dur, je fais ce qu'on me dit de faire, je suis le bon petit soldat. Et en fait, à la fin, c'est pas toi qui es promu, c'est pas toi qui as la promotion, c'est pas toi qui es valorisé. Et tu te dis, mais mince... pourquoi? Et donc ça, c'est quelque chose que je prends le temps maintenant de faire. Je réalise mes objectifs et les attendus sur mon poste, mais je prends aussi le temps de me poser et aussi de m'envoyer des fleurs, de m'auto-congratuler et de le faire savoir et de démontrer l'impact que ça a sur l'entreprise. Je pense aussi que j'ai mis énormément de temps à rentrer dans des communautés, à former un réseau. Et ça, si je devais revenir en arrière et rembobiner, c'est un truc que je ferais beaucoup plus tôt. T'apprends tellement des gens, tu t'inspires tellement des pratiques et en fait aussi tu te sens moins seul parce que la fonction RH c'est une fonction où on est souvent isolé, c'est une boîte noire, t'as accès à des informations confidentielles, quand il y a des décisions difficiles en fait tu fais partie des happy few qui sont au courant et en fait, le fait d'avoir une communauté RH autour de soi, de pairs, ça m'a permis, moi, de vraiment grandir dans ma pratique RH à un niveau, je pense, considérable que si j'étais restée toute seule dans mon bureau. Et une des dernières erreurs, en tout cas des choses qui me viennent comme ça, c'est ne pas se former. En fait, on accompagne les gens à se développer, à avoir des opportunités, des mobilités, et souvent on s'oublie. Moi, dans ma fonction RH, j'ai souvent pensé aux autres en me disant, en fait, je forme au management, mais moi aussi j'étais manager, et en fait, je m'exclus en fait des choses que je déploie, et je pense que c'est une erreur. Les RH sont aussi des salariés comme les autres. On a aussi besoin de grandir, de prendre le temps et d'avoir les moyens en fait de performer, et ça passe par se former,
se faire mentorer, se faire accompagner et pas être la 5e roue du carrosse. Et en fait, si, j'ai un dernier enseignement, c'est trouver sa voie, savoir dire les choses, savoir se positionner. Et ça passe aussi par, je pense, la connaissance de soi-même et de ses drivers. Aujourd'hui, je sais exactement le type d'entreprise qui me correspond. Je sais exactement la culture RH, en tout cas la stratégie RH, la philosophie RH que j'ai envie de déployer. Et ça, c'est des questions que j'aurais bien aimé me poser plus tôt. En fait, ça m'aurait bien aiguillé pour atterrir au bon endroit. Voilà. Ok, hyper complet. J'ai noté plein de choses. J'ai envie de revenir sur un certain nombre de points, en tout cas des 5 points que tu as cités. Déjà, la place de la fonction RH, qui était le premier point que tu as abordé. J'en parle de temps en temps sur ce podcast où ça m'arrive encore de croiser chez des prospects, chez des clients, dans mes réseaux RH, des RH, voire des DRH, directeurs, directrices des ressources humaines, qui sont rattachés à un DAF, à une DAF, qui elle-même ou lui-même est rattaché au CODIR COMEX. J'ai beaucoup de mal avec ça, moi perso, parce que je n'ai rien contre les DAF en soi, mais je considère que c'est pas le même métier et qu'on regarde l'angle RH juste par le scope, quelque part du coût de la fonction, de la paye, etc., qui fait partie du métier et qui est une partie, majeure du job. Si on paye pas les gens, on peut mettre tout ce qu'on veut en place en développement RH, on va avoir un problème. Donc, néanmoins, et je le vois effectivement dans des fois des DRH qui ont ce rôle, cette fonction, ce titre sur LinkedIn, sur leur carte de visite, mais qui en fait ne décident pas, n'ont pas le vrai pouvoir de décision. Comment est-ce qu'on pourrait, je sais pas, est-ce que tu partages ce point de vue et quels seraient tes tips, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des personnes qui nous écoutent, qui sont dans cette situation-là et qui, alors ils peuvent changer de boîte, ça, on peut faire très clair, ils peuvent aller sur ce terrain de jeu, mais il n'y a pas que ça. Et s'ils veulent rester dans leur boîte, qui peut être au demeurant très, très sympa, avec une bonne culture, comment faire pour faire prendre conscience à son CODIR, COMEX, à sa direction générale, que la place de la DRH, elle doit être aux côtés du DAF et pas en dessous du DAF? Je vais te faire une réponse normande. Je suis majoritairement d'accord avec toi, mais pas que. Ah, intéressant. Je prends. Je pense en effet que, on en parlait tout à l'heure, la place de la RH doit être à l'égal en fait des autres fonctions pour driver la boîte, et ça 100% aligné avec toi. Je pense qu'en fait il y a une méconnaissance du métier RH, et donc des fois ça peut être une stratégie d'être un peu le cheval de Troie, de rentrer dans l'entreprise parce qu'on a senti qu'il y avait aussi une capacité à se remettre en question, à changer les choses, et que c'était pas immuable, et potentiellement se faire rattacher au CFO. Et en étant on the job, en fait, de développer par exemple une collaboration étroite avec le CEO sur les sujets RH. Et en fait, des fois comme ça, ton dirigeant il se rend compte que c'est plus pertinent, que en fait t'as l'approche coût, et en effet la masse salariale c'est généralement le premier coût d'une entreprise, c'est l'investissement le plus important d'une entreprise, mais pas que. Et donc des fois ça peut être aussi intéressant de se dire ok, je prends le job et je vais faire tout ce travail de réseautage interne et je vais semer mes petites graines, et en fait à un moment donné, ça deviendra presque lunaire, ce rattachement, en tout cas plus pertinent. Et c'est à ce moment-là où j'ai prouvé ma légitimité, j'ai prouvé aussi ma capacité que je vais dire, non mais en fait, qu'est-ce qu'on fait en termes d'orgas ? Il faut être accroché, parce que ça ne marche pas toujours. Donc, c'est pas une solution magique. Il faut avoir du drive et du leadership et une excellente intelligence émotionnelle pour conduire ça. Mais je crois que des fois, ça peut marcher. Donc, complètement acquise à la cause de... en fait, on ne demanderait jamais à un CTO d'être rattaché au CFO, par exemple, parce que ça fait aucun sens. Et en fait, c'est des expertises différentes, et je vois pas pourquoi la RH devrait en faire autrement. Mais quand les gens ne savent pas, en fait, c'est quoi la RH, ils ne connaissent pas le métier,
ça peut être aussi une façon de rentrer dans le système et ensuite de le hacker. Ok, mais ce qui touche d'ailleurs au deuxième sujet que tu abordes, qui est la valorisation des résultats. De se dire, ok, voilà moi ce que je fais, sans claquer des bretelles, mais dire concrètement, voilà les résultats, voilà ce que j'amène comme contribution à l'entreprise. Ouais. Et d'oser le faire, quoi. D'oser le faire. Et moi, j'ai un hack maintenant que j'ai encore une fois aussi subi le fait de ne pas avoir cette légitimité, de ne pas être bien positionnée. C'est que quand je prends un job, peu importe le rattachement finalement, quand je vais avoir ma promesse d'embauche, c'est d'avoir mon contrat de collaboration que j'ai écrit. J'ai un petit Notion où j'ai écrit comment je travaille, en cas de divergence, comment on va statuer, prendre une décision. C'est quoi le positionnement que je vais avoir, en quoi je crois. Et j'ai listé un certain nombre de choses. Et en fait, j'ai reçu ma promesse d'embauche et en fait, je discute avec le CEO en fait, c'est ça la RH. Et est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on peut se serrer la main c'est comme ça qu'on va travailler? Donc, ok, je suis rattachée au CFO, certes, mais est-ce que tu crois dans ce truc-là? Et ça peut être un bon hack pour justement être sûr qu'on aura cette position-là. Et très vite, tu le sais, tu vois où t'atterris par les réponses que t'as. Et si ça le fait pas, en fait, faut prendre ses jambes à son cou et des fois, en fait, faut partir, faut pas y aller. Ça peut arriver, hein, de toute façon. Ça fait juste partie de la vie. Mais aussi. Quand on voit qu'il y a matière à travailler, là, ça vaut le coup de tenter. Voilà. De se donner la chance d'aller, de bousculer les lignes de la boîte et de faire prendre conscience qu'on peut faire différemment, en tout cas. Ok. T'as parlé de réseau. Tu fais partie de réseau, toi? Alors t'as créé le tien? Oui. Tu peux en parler d'ailleurs, parce que j'en ai parlé, mais alors très brièvement. Hein. On a le collectif ID Pact. Pourquoi on l'a fait? Parce qu'on est dans la plupart des startups en France aujourd'hui, on est une fabrique de clones. On a les mêmes profils qui ont fait les mêmes écoles. Et d'ailleurs, c'est le jeu des chaises musicales dans les startups. T'étais là, après, tu passes à l'autre. Je ne vais pas citer de nom, mais vraiment, on a ce truc-là. Et nous, on a une approche dans le collectif qui est très pragmatique. C'est des actions concrètes qui vont nous permettre, dans toutes les entreprises dans lesquelles on va, de pouvoir avoir ce qu'on appelle, nous, un socle qui permet d'agir en faveur de la diversité. C'est 7 engagements hyper concrets. Sensibiliser sur l'importance de la diversité, piloter la diversité en la mesurant, en fixant des objectifs. Avant qu'on branche le micro, on parlait de Mixity comme outil qui permet de faire ça. En fait, si tu mesures pas l'état de ta diversité, tu peux pas en fait savoir quels sont les chantiers que tu dois adresser. Former les managers et les équipes aux bonnes pratiques. Mettre en place un dispositif d'alerte. Il se passe quoi si demain il y a quelqu'un qui fait une blague sexiste, raciste, homophobe? Qu'est-ce qui se passe? Instaurer le recrutement par compétences. On parlait des entretiens structurés pour pouvoir toucher des personnes d'horizons différents. Donc créer un parcours de recrutement non discriminant qui est communiqué aux candidats et construire un système de rémunération équitable, rationalisé. Et donc ça, c'est 7 engagements. Et ça, pour nous, c'est les fondations d'une stratégie diversité-inclusion qu'on a pour mission de déployer dans toutes les entreprises pour les DRH du collectif. Et donc, on anime des petits déjeuners et des rendez-vous autour de ces thèmes-là, un par un, et avec des sujets très pratico-pratiques de comment on le fait. Et on s'aide les uns et les autres et on s'inspire des pratiques, on se partage vraiment, la matière pour le faire. Ok. Je suis DRH, je peux rejoindre ce collectif? C'est simple. Tout le monde peut nous rejoindre. Il y a un engagement, c'est celui d'agir concrètement et donc de décliner les engagements que les 7 engagements que je viens de te présenter. Dans son organisation. Dans son organisation, généralement, on dit qu'il faut 1 an pour le faire. En vrai, on est un collectif où, on est... C'est pas coercitif, Nous, on a envie d'agir de manière vertueuse. Si c'est 1 an et demi, c'est OK. Mais en tout cas, on veut que ça avance. Et c'est quoi ta plus belle réussite avec ce collectif? Tu peux citer, si tu as envie de citer le nom d'un RH ou d'une entreprise qui vous a rejoint
et qui a vraiment pris ces 12 mois, peut-être ces 18, mais en tout cas, qui a pris ce temps et qui a vraiment cranté. Et vous dites, avec du recul, chouette quoi. Moi je vois, c'est difficile dans. C'est pas facile, mais voilà. Ouais. Mais moi je vois déjà je n'imaginais pas en fait qu'il y aurait un drive pareil de DRH qui serait investi pour le faire. Et là, m'en parler du réseau, en fait, moi ça m'a donné des pairs RH qui m'aident à grandir, qui m'accompagnent, qui sont hyper inspirants, et une vraie communauté soudée. Il y a dans les personnes que j'aime beaucoup du collectif, il y a Caroline Chavier de The Alliance, qui est un cabinet de recrutement qui recrute avec les enjeux de la diversité et de l'inclusion. Elle fait un travail extraordinaire. Elle a vraiment un leadership hyper inspirant sur ces questions-là, et son cabinet, en fait, dans sa mission d'aider des personnes qui sont moins incluses. Pour moi, elle est très noble, et donc voilà, je salue son travail. Il y a des belles entreprises comme Phoenix aussi qui œuvrent énormément sur ces sujets-là, qui ont fait beaucoup. On a Marion, qui est la CEO de l'école du recrutement, qui est une de nos alliées, et tout ce qu'elle fait autour du recrutement. Que je vais interviewer dans une dizaine de jours. Génial. Je trouve qu'elle est hyper inspirante. Je réfléchis en même temps. Il y a Pierre qui était chez Youno, Pierre Monclos, qui a fait beaucoup aussi autour de ces sujets-là, et qui a été un des gros contributeurs au début du collectif et à la fondation du collectif. Il y en a plein d'autres. Voilà. Ok. Donc tu as parlé réseau, donc là on a parlé du collectif sur lequel que tu as créé très concrètement. Est-ce que tu fais partie d'autres réseaux? Tu peux les citer si tu le souhaites. Et quels conseils tu donnerais à des RH qui aujourd'hui font partie peut-être d'aucun réseau, qui sont un peu isolés, pour oser sortir, oser à la rencontre d'eux? Ouais, moi je fais partie de réseaux RH qui ont des groupes Slack. Précédemment, quand j'étais chez Litchi Mangopay, j'avais rejoint le réseau de Franche Digital. Donc, si sa start-up est affiliée à France Digital, en fait, ça peut être un très bon moyen de commencer par là. Ils organisent pas mal d'événements, notamment pour les C-level. Je fais partie aussi des réseaux de HR Weekend, qui est une communauté de RH. Également un vent nouveau, qui est une autre communauté RH. Et sur les sujets, également la communauté de Jessica Jeziri, qui a fondé Blue Maze People maintenant. Humanizer, donc c'est une communauté plutôt de DRH. J'y participe pas assez, mais je fais aussi partie de la communauté Impact at Work sur tous ces sujets d'impact, et par le business de Benny Bono, et par ma mission dans le collectif ID. Voilà. Ok, c'est vraiment très très riche. Quel message tu passeras à des RH qui aujourd'hui font partie d'aucun réseau, ou pas sortir, ou... Et puis il y a les réseaux, puis il y a aussi peut-être tout simplement d'aller à des petits déjeuners, à des events. Voilà, on parlait des événements de l'école du recrutement, on parlait du festival RH, on était en off, mais du festival RH qui va se dérouler au mois d'octobre, ou qui s'est déroulé au mois d'octobre, parce que je sais pas trop quand dans un mois, c'est dans voilà, au moment où on enregistre en tout cas. Ouais. On peut aussi s'enrichir en fait via tous ces événements-là, d'ailleurs qui fait le lien aussi avec le sujet de la formation, de sa propre formation, parce que la formation c'est pas juste des cours, c'est aussi s'ouvrir, et on peut se former de plein de manières aujourd'hui. Voilà, ça t'arrive de rencontrer des RH qui voilà, et qu'est-ce que tu leur dis? Alors moi maintenant dans ma pratique, c'est un rituel que je fais tout le temps. Je fais souvent des lunch and learn. D'ailleurs le dernier que j'ai fait, c'est avec une RH que j'adore, qui est géniale, qui s'appelle Marie Krebs, et on a parlé de la méthodologie People as a Product, comment en fait on va emprunter des méthodologies produits tech
pour l'efficience RH, pour l'optimisation de la stratégie RH. C'était il y a une dizaine de jours. On a passé 2-3 heures autour de nos sujets. Et en fait, pour se créer le réseau, déjà, il y a nos collègues, nos anciens collègues RH qui travaillent dans des entreprises différentes. On peut leur... À chaque fois que moi, en fait, j'ai un nouveau projet, je fais quelque chose, je benchmark. Tout le temps. Okay. C'est-à-dire que tu me dis, Christelle, est-ce que, je sais pas, tu peux travailler sur la formation des managers ? Je vais déjà regarder tous les RH que je connais et je vais en contacter quelques-uns pour voir ce qui se fait sur la formation des managers. D'ailleurs, ce matin, j'étais à un club RH où il y avait Mathieu Birac, le DRH de Doctolib, sur la stratégie formation d'une grosse scale-up. Et ça va m'inspirer pour la stratégie formation de Benebono. Et après, c'est tout simple, tu vas sur LinkedIn, tu contactes un pair qui a une fonction similaire dans une boîte qui te ressemble ou pas, en fonction de tes enjeux. Et tu dis, est-ce que tu as 30 minutes pour moi ? J'ai telle problématique. Je sais que tu l'as déjà fait. Et je crois qu'en fait, en fonction RH, il ne faut pas qu'on réinvente l'eau tiède. Et on peut vraiment s'aider de bonnes pratiques. Et voilà. Et moi, je le fais tout le temps. Mais vraiment, ça fait partie de mes rituels de travail, de ma façon de travailler. Là, on va déménager d'entrepôt et on va avoir un entrepôt en température contrôlée. Donc, on va avoir une partie de la chaîne de production qui va être dans le froid. Et j'ai contacté des personnes sur LinkedIn, comme ça, et j'ai échangé avec Métro, notamment. Que tu connaissais pas plus que ça. Que je connaissais pas plus que ça. Ouais. Et donc, ça, je pense que c'est la première étape. Et en fait, souvent, on se dit, les gens, ils ont pas le temps. Et ça rayonne. Et de la même façon, quand les gens me connectent, je partage et je crois beaucoup à l'open source dans nos métiers RH parce qu'on n'a pas de secret industriel en fait à défendre farouchement. Si demain je montre ma stratégie de formation des managers chez Benebono, en fait potentiellement ça enlève aucun avantage concurrentiel à la marque et donc on a tout intérêt à le faire. Et donc vraiment très régulièrement je pense que je dois passer peut-être 1 heure par semaine à échanger avec quelqu'un. Je fais des lunch and learn au moins 1 fois par mois. Et c'est donne et reçoit. Vraiment, c'est dans les 2 sens. Et tu as parlé rapidement de LinkedIn. Tu prends la parole sur LinkedIn ? Beaucoup depuis le début de l'année. Ouais, de manière régulière. On parle beaucoup de ce sujet, effectivement, de la prise de parole des RH sur les réseaux sociaux. On pense à LinkedIn parce que c'est un réseau social majeur professionnel, mais on peut le faire ailleurs. Ou au micro de podcast, par exemple, tout simplement. Il y a encore beaucoup de RH qui n'osent pas prendre la parole sur LinkedIn, de se dire de peur de dire des bêtises, de faire des erreurs, de passer pour des rigolos parce que j'ai eu 3 likes, j'ai rien à dire. Enfin bref, je te passe tout ce qu'on peut imaginer autour de tout ça. De la même manière, alors pourquoi ce changement ? Pourquoi depuis le début de l'année tu y vas plus ? Et quel conseil tu donnerais à un RH qui n'ose pas encore y aller ? Je pense que nos fonctions, ce sont des boîtes noires. Où en fait la plupart des décisions elles se font avec des portes fermées. Moi ce que je constate c'est qu'il y a une grosse méconnaissance des enjeux des RH et que ce sont d'autres personnes qui racontent notre métier. Et je crois aussi qu'on intervient dans des moments qui sont difficiles parce que en fait on est parce que je te disais c'est le médecin au chevet de l'entreprise qui parfois va pas bien, dysfonctionne. Et par contre, quand l'entreprise fonctionne et que c'est du positif, en fait, on laisse les managers en frontline et ce qui donne des clichés RH très négatifs sur notre fonction. Et en fait, si on n'explique pas ces enjeux, en fait, c'est les autres qui nous racontent. Donc c'est un peu aussi ça qui fait que moi, j'ai envie de prendre la parole et de démystifier. Je crois qu'on peut être un excellent professionnel RH et sans se prendre au sérieux. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye d'incarner et sortir de ce côté austère. Alors, évidemment, si tu travailles pour une entreprise de pompes funèbres, c'est un peu moins facile de l'incarner, mais je pense que les candidats potentiels, les gens qui sont intéressés par les entreprises, elles veulent du vrai. Et donc, c'était aussi raconter Benebono,
les coulisses, ce qu'on est en train de construire, et justement peut-être casser ces clichés sur la fonction RH. Et moi, personnellement, j'avais envie d'incarner dans ma marque personnelle des sujets dont on parle peu, en fait, qui sont des sujets de minorité et qui sont des vrais sujets qui touchent au travail et dont personne ne parle. Et sur la charge raciale, le racisme, les inégalités, etc., etc., dans un LinkedIn où c'est un culte de l'entrepreneur qui gagne le SMIC LinkedIn 10K par mois, où les gens te racontent leur success story et ont un excellent parcours académique, font partie des catégories les plus favorisées, etc. Et en fait, on oublie tout un pan des professionnels qui travaillent, et je crois que Bénébono, c'est aussi ça. C'est le cœur du réacteur, c'est l'entrepôt. S'il n'y a pas de préparateur qui prépare les commandes, il n'y a pas de Bénébono. Et donc, c'est aussi... et moi, ça me touche particulièrement parce que moi, je suis une transclasse sur des milieux hyper modestes. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une belle carrière et je suis DRH et j'en suis hyper fière. Mais je vois les deux mondes. Et donc, du coup, moi, j'avais envie d'appuyer un peu sur ces sujets et de les mettre en avant parce qu'on n'en parle pas assez. Voilà. Ok, c'est extrêmement clair. Tu t'es formé à LinkedIn ? Tu parlais de ne pas se former tout à l'heure, le risque de ne pas se former en tout cas. Est-ce que tu t'es formé ou est-ce que globalement tu y allais en auto-formation, tu as téléchargé des livres blancs, tu écouté des podcasts, j'en sais rien, ou tu t'es dit j'y vais et puis on verra ? Alors, j'ai toujours écrit, mais de manière... C'est toi qui écris, hein ? J'écris tout, de manière hyper irrégulière. Et au début de l'année, après une conversation avec ma sœur, justement, on parlait d'une situation... Ma sœur est aussi RH. On parlait d'une situation RH avec des faits de racisme. Et en fait, elle m'a dit, mais en fait, tu vois, ces sujets-là, on n'en parle jamais. Tu lis pas d'articles et je lui ai dit mais en fait moi j'ai envie de parler de ces sujets-là, j'ai envie de parler du fait que quand t'es une femme noire, la plupart du temps quand tu vas à un entretien, tu te lisses les cheveux, tu te fais un chignon parce que si tu vas avec tes cheveux crépus, il y a une perception d'être non professionnelle. Par exemple, j'avais fait un post où Michelle Obama, qui est quand même tu vois ex-première dame des États-Unis, qui avait dit que pendant tout le mandat présidentiel de son mari, les gens le scrutaient tellement qu'elle avait choisi de se lisser les cheveux. Et dans une interview, elle dit oui, je me suis dit que j'allais avoir des cheveux lisses et que peut-être on allait passer la réforme de la sécurité sociale aux États-Unis, qui est un gros sujet. Donc c'est dire l'importance de ces sujets qui sont tus. Et donc c'est comme ça. Et j'intervenais de manière très irrégulière et j'écoutais plein de podcasts. J'ai regardé aussi ce que faisaient d'autres DRH dans la prise de parole, comme Pierre Monclos, comme Jessica Jeziri, comme Léo Bernard, Élise Cointet, enfin vraiment les figures de proue de la fonction RH qui m'ont beaucoup inspirée. Et au début de l'année, j'ai participé au bootcamp RH de Maud Grenier. D'accord. Et ça a été un vrai accélérateur. Et là, oui, du coup, j'ai un peu appris le hard skills de prendre la parole sur quel sujet, comment construire sa marque personnelle, sa stratégie de contenu. Et donc, ça a été le coup d'accélérateur dont j'avais besoin pour vraiment prendre la parole et avoir une prise de parole qui soit plus rationalisée. Voilà. Ok, c'est extrêmement concret. C'est vraiment très très chouette. Le temps tourne, Christelle, je pense que je pourrais rester encore longtemps avec toi. C'est passionnant. Est-ce qu'il y a une... la question que j'aurais, c'est puisque tu as donné effectivement quelque part 5 conseils à des RH pour en capitalisant sur ton histoire, ton parcours, tes erreurs. J'ai envie de zoomer sur les jeunes RH aujourd'hui. J'ai envie de devenir un professionnel RH, ou j'ai envie de me réorienter dans la fonction RH, ou je débute mon alternance dans la fonction RH. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans le métier, quel que soit son âge et son parcours avant ?
avoir la plus grande variété de sources d'informations. On a trop de chance, et d'ailleurs on a une infobésité de l'information comme jamais on en a eu. Tu vois, moi j'ai 15 ans d'expérience. Au début de ma carrière, il n'y avait pas autant de contenu, donc je dirais vraiment premier conseil, c'est faire sa veille, apprendre tout le temps, challenger le statu quo, c'est comme ça qu'on grandit. Et même maintenant, moi en fait je challenge mes pratiques tout le temps. Se rapprocher de personnes dont c'est le métier, comprendre les challenges, ne pas rester seul. Vraiment, ce réseau, s'appuyer sur ce réseau, il est hyper important. Et écouter sa petite voix à l'intérieur, qui est parfois tue parce qu'on est junior, parce qu'on manque de légitimité, parce qu'on se range à des avis de leadership. Et donc, corser ce jeu-là. Et le dernier conseil, et pas des moindres, c'est comprendre les drivers d'une entreprise, comment elle marche. C'est des sujets qui sont très peu abordés dans les formations théoriques. C'est quoi en fait un PNL ? Qu'est-ce qui fait gagner de l'argent à l'entreprise ? Sur une entreprise digitale, en fait, c'est quoi la stratégie de vente, le funnel d'un produit digital, être à côté des équipes. Vraiment, des fois, c'est des choses qui sont très simples, mais faire des vies ma vie avec tous les gens de son entreprise pour comprendre quels sont leurs enjeux, comprendre les métiers, les enjeux comme le sien. Ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez fait et qui est game changer. Ok. Merci pour ces conseils. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose ? Un sujet que j'ai pas abordé, Christelle ? N'hésite pas, vas-y. Alors, quand tu m'avais écrit, tu m'avais dit est-ce qu'il y a une anecdote pro que tu n'as jamais racontée ? Oui, c'était ma question d'après, mais vas-y maintenant. Ouais. Alors, moi, quand j'ai commencé à travailler avec Benebono, c'était juste après mon retour de congé maternité. D'ailleurs, je déteste ce mot. C'est vraiment pas une promenade de santé. C'est pas un congé, c'est une pause maternité. Bref. Et j'étais dans les locaux de Benebono et souvent avec Laure qui est dans mon équipe, on faisait des réunions pendant que je tirais mon lait. Et pourquoi je te raconte cette anecdote, c'est que je trouve que l'équilibre vie privée, vie professionnelle, dont on parle souvent, il est tellement difficile au retour en fait de maternité. Et il faut pouvoir créer des possibles aussi pour les femmes, pour cette fonction RH qui est féminisée. Et il y avait des petits signaux qui me faisaient penser que Benebono, elle épousait vraiment ces valeurs d'inclusion. Laure, je lui disais, j'ai besoin de tirer mon lait, est-ce que c'est OK ? Et vraiment, il n'y avait aucun problème, c'était smooth. Claire, avant que j'arrive dans les locaux, s'est assurée que j'ai un endroit isolé pour que je puisse tirer mon lait, conserver mon lait. Et c'est des petits faisceaux d'indices qui te fait dire que tu vas être bien. Et voilà, donc je raconte cette petite anecdote-là parce que et c'est la salle qui est au sous-sol des bureaux de Benebono, il y a un cinéma, donc en fait ma salle d'allaitement c'était le cinéma en sous-sol des locaux. Ok. Alors tu m'as cité des noms de personnes, pour certaines que j'ai déjà invitées sur ce podcast, d'autres pas du tout, même certaines que je connais pas pour être très honnête. Est-ce qu'il y a des personnes, 2-3 personnes que tu me conseillerais de rencontrer, qui naviguent autour de la fonction RH ? Ouais, tout à l'heure on parlait de Marie Krebs, qu'on n'entend pas assez à mon goût, et j'adorerais l'écouter sur ce People as a Product, sur ces méthodologies, est-ce que ça change pour les RH. Je trouve aussi en DRH inspirante, on parlait de l'anti-gaspi, et le cousin finalement de Benebono, c'est Phoenix, qui valorise aussi des produits qui seraient perdus. Et j'adore Pauline Barnoin, donc on l'entend pas assez, c'est une femme géniale. Ok, très clair. Est-ce que tu écoutes des podcasts ?
J'écoute beaucoup de podcasts RH, management, en grande majorité, genre 99%. T'en aurais 2-3 que tu nous conseilles Le tien, déjà. Non, mais ça compte pas. Mais au-delà du mien, 2-3 où tu te dis, voilà, tiens, ça vraiment, j'apprends des choses. Ouais. J'apprends des choses, je découvre des choses. J'aime beaucoup le podcast Yaniro. Oui. D'Alexis. D'Alexis, qui est vraiment intéressant. Je trouve qu'il est topissime. C'est, je pense, il n'y a pas un épisode où je me suis dit, tiens, idée pour plus tard, boîte à idées. Vraiment très, très, très bon. Je te rejoins. Vraiment, je pense que celui-ci, il fait partie des top 3 des podcasts à écouter. Et moi, j'aime aussi d'autres ressources. Oui. Tout à l'heure, on parlait de ces engagements-là et de podcasts. J'aime beaucoup le podcast Kif Taras qui aborde ces sujets en fait de racisme, de stéréotypes, de préjugés. Ça, c'est, je pense, un must-have aussi pour s'éduquer sur ces... Tu connais le nom du podcast ? Kif Taras. Kif Taras, tout simplement. Ok, d'accord, ok. Écoute, je le connais pas, mais je vais regarder. Voilà. Et un des derniers livres que j'ai lu que je trouvais puissant, c'est Le talent est une fiction. Je ne sais pas si tu connais ce livre. Non. Il est écrit par une chercheuse en neurosciences, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Sama Karaki et qui déconstruit le mythe de la méritocratie. Ok, je mettrai de toute façon tous les liens que tu me donnes pour les gens qui nous écoutent, si vous voulez retrouver rapidement en tout cas toutes tes sources. C'est hyper important. Tu as donné plein de conseils. Si tu vas vers les autres, est-ce que si on a envie de venir vers toi, t'es open? On peut te contacter, LinkedIn, un mail, comment si je suis RH et que j'ai besoin d'échanger avec toi parce que t'es inspirante et j'ai envie de passer 30 minutes avec toi. Je suis open. Par contre, je reçois beaucoup de messages. Je veux bien croire, justement. Donc, je suis pas toujours à jour et j'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde, mais j'essaye de le faire. Et oui, je prends toujours le temps d'échanger pour un café RH. Donc, je suis accessible, il n'y a aucun souci. Ou l'autre option, c'est de rejoindre ton collectif. C'est ça. S'engager. Et là, on te croisera, c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr. Si on a des RH, des DRH qui nous écoutent et qui ont envie de rejoindre ID Pact, on a une petite page LinkedIn, justement. Il suffit de nous écrire et on les accueillera avec grand plaisir. Ouais, de la même manière, je mettrai tous les liens, évidemment. Ok. Vraiment un grand merci, Christelle. Un grand merci pour ton accueil, pour ta disponibilité, pour tes conseils qui sont très riches. Je te souhaite le meilleur et je pense que dans 10 ans, quand on réécoutera cet épisode, on verra encore le chemin que tu vas faire ces 10 prochaines années dans la fonction RH qui vont être, à mon sens, hyper forts et hyper importants. Donc, bravo pour tout ce que tu fais et un grand merci encore une nouvelle fois pour ton accueil. Merci pour l'invitation, c'était génial d'être à tes côtés ces quelques minutes. Je t'en prie. Merci à tout le monde, à bientôt pour un nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça la semaine prochaine. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!